Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très attendue. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux 30 questions qu'on reçoit le plus souvent sur l'ensemble des médias de Kavik Vertical Print. Que ce soit sur YouTube, là où on est en ce moment, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, bref, partout avec nos 144 000 abonnés, on reçoit énormément de questions. Et pour répondre à ces questions, Mr. Teddy. Bonjour Teddy. Bonjour David. Est-ce que tu peux te représenter, te expliquer un peu ton rôle au sein de Kavik Vertical Print? Mon rôle dans Kavik Vertical Print, c'est principalement formation, assistance technique, support média de temps en temps pour aider un petit peu, et tout ce qui est technique, principalement. Donc en gros, Teddy, c'est la bonne personne pour répondre donc à l'ensemble des questions. J'en ai noté une trentaine, il y en a sûrement d'autres en fouillant qui vont arriver. Le but de cette FAQ, de cette vidéo, c'est de se mettre à votre place. On sait que ce n'est pas simple d'acheter une imprimante murale. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais entre les infos des distributeurs, les infos un petit peu bizarres de certains distributeurs, les infos qu'on va trouver en ligne par soi-même, les IA, etc., c'est pas simple. C'est ça. Ça permettra de répondre aux plus de questions possibles, plus rapidement et surtout d'avoir une réponse plus rapide. Et de rétablir certains points de vérité concernant la technologie ici, on va pas se le cacher. On va vulgariser, mais on va essayer de rentrer en profondeur dans les questions. Je pense que c'est important de vraiment expliquer les choses. Alors, je vous explique à vous qui regardez cette vidéo et qui voulez sûrement vous lancer dans l'impression murale, le but, ce n'est pas que de vendre du Kavik pendant cette vidéo, c'est d'être le plus transparent et honnête possible. On parlera de la concurrence, en bien ou en mal, mais on en parlera des moments ou d'autres, et on sera toujours transparent concernant la technologie. On y va ? Allez, c'est ça. C'est parti. L'imprimante Kavik est-elle capable de s'adapter à toutes les hauteurs de plafond? Ah, bonne question. Ça, c'est très, très, très important. Souvent, l'amalgame est fait. C'est qu'on parle souvent de marge d'impression par rapport au plafond. On va te dire 23, 30 cm, 25. Mais le secret, c'est pas ça. Oui, tu vas pouvoir aller à 23 cm de plafond, mais à une seule condition, c'est d'avoir un kit de rallonge qui va pouvoir s'adapter à toutes les hauteurs de plafond. Contrairement à ce qu'on croit, un plafond n'est pas forcément à 2,50 m. Il peut être à 2,48 m, 2,35 m, 2,28 m, 2,75 m, 2,70 m. Si tu n'as pas la capacité de t'adapter à chaque hauteur, quand je dis à chaque hauteur, c'est d'être au plus près du plafond. Par exemple, sur celle de Kavik, c'est à peu près, il faut que tu sois proche des 10 cm du plafond. Ensuite, il y a un système qui permet d'aller raser le plafond. Là, tu peux, dans 100% des situations, exploiter le maximum de ton mur. Souvent, tu vas trouver des machines qui sont livrées avec un mât de 50 cm, un mât de 1 m et 1,80 m. Tu vas pas pouvoir t'adapter à toutes les hauteurs. Tu vas être pallié par certaines limites techniques. Du coup, tu vas refuser des contrats. Tu vas refuser, tu vas surtout perdre des contrats par rapport à d'autres parce que tu ne pourras pas t'adapter à toutes les hauteurs de plafond. Moi, aujourd'hui, je peux te le dire parce que j'ai fait les calculs. Dans 100% des situations, l'imprimante Kavik peut exploiter 100% de sa capacité. Il y a une taille, il y a un plafond, c'est qu'à de le dire, jusqu'à on va dire 2,50 m, surtout tu as les chiffres. Ouais. On peut autant travailler que nos concurrents. Par contre, passer une certaine taille, je crois que c'est du coup en dessous de 2,50 m, où on récupère 60% de plus de chantier. C'est ça, en fait, c'est des capés. C'est que tu as des machines qui sont optimisées pour 2,50 m. Tu descends 2 cm ou tu mets ton rail, tu ne peux plus aller au capé, c'est-à-dire au maximum de la capacité de ta machine. L'intérêt de notre mécanisme, 20 cm, 30 cm de rallonge, 40 cm, 50 cm, 1 m, 1 m 10, plus un petit secret sur la tête d'impression, elle permet de dépasser un petit peu le mât, nous permet dans 100% des situations d'arriver à 23 cm du plafond. Là où d'autres machines, sur 2,50 m, elles vont arriver à leur capé de 23 cm du plafond, mais par certaines situations, puisqu'ils n'ont pas un système de mât ultra, on va dire, flexible, paf, ils vont perdre 20 cm de plus. Donc, c'est pas 25, c'est 45. Donc, le secret, c'est pas quelle est ma hauteur maximum, ou on va appeler ça ma marge de plafond. Quelle est ma marge de plafond? Faut plutôt se poser la question. Est-ce que mon setup me permet d'aller à 100% des situations en hauteur d'impression? Si tu ne peux pas t'adapter à chaque hauteur, et je parle des hauteurs par palier d'un centimètre, 2,10 m, 2,11 m, 12, 13, et ainsi de suite jusqu'à 3 mètres, jusqu'à 4 mètres même. 4 mètres, ouais. Ça sert à quoi d'avoir une marge de 23 cm si tu ne peux pas aller jusqu'au plafond? Pourquoi beaucoup de personnes qui sont équipées d'une imprimante murale, hors imprimante murale de chez Kavik Vertical Print, perdent des contrats alors qu'avec l'imprimante qu'on distribue chez Kavik, c'est techniquement pas possible? On parle de hauteur, là. On est d'accord, encore une fois. Tout simplement, tu arrives chez ton client. Ton client, il te dit, voilà, j'ai mon plafond, il est à 2,44 m. Comme beaucoup en France, parce que contrairement à ce qu'on croit, les plafonds ne sont pas à 2,50 m, généralement, c'est 2,48 m. Tu arrives chez le client dit, moi, je veux une belle impression le plus haut possible. Tu montes ton équipement. Ton équipement, tu ne peux pas le monter parce que tu as des paliers de 50 cm. Ta machine, elle est configurée pour arriver à 2,50 m. Et toi, tu arrives et ton plafond est 2,48 m. Du coup, tu ne peux pas monter ton matériel. Voilà, donc tu le montes plus bas.
Et on appelle ça une marge supplémentaire. Tu vas avoir tes 23 cm de dépassement, de séchage, plus ton manque de mât. Et là, automatiquement... Petite impression. Petite impression. Chiffre d'affaires aussi. Sauf que derrière, quand tu as quelqu'un en concurrence qui dit moi, je vous garantis à 100%, et c'est la vérité, je suis pas arrivé à 23, tu gagnes le contrat. Et ça, c'est primordial. C'est vraiment un point super important. Ce que vient d'expliquer Teddy, c'est qu'en gros, lorsque vous lancez dans l'impression murale, les fiches techniques ou l'ensemble technique est vraiment super important. Vous devez vous rapprocher le plus possible du plafond pour pouvoir proposer les impressions les plus grandes possibles. Vous allez vite le comprendre, plus vous allez imprimer grand, plus vous allez rentrer du chiffre d'affaires, donc plus vous allez devoir imprimer petit, plus vous allez avoir, non pas de la perte, mais moins d'exercices et moins de chiffre d'affaires possible par rapport à ça. Donc pour ne pas frustrer les clients ou pour ne pas vous frustrer vous, tout simplement, avec l'ensemble des extensions qu'on va vous montrer en vidéo, eh bien chez Cavic Vertical Print, on peut monter de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120 cm à partir de notre base d'un mètre 24, donc on s'adapte à 100% des profils de pièces. C'est bien ça ? C'est ça. Je peux même rajouter une chose. Aujourd'hui, quand tu fais un devis avec un client et que le client il te dit voilà, moi j'ai mon plafond, il est à telle hauteur, ou j'aimerais faire une impression la plus grande possible. Souvent, il faut te casser la tête. Par contre, avec la Cavic, il n'y a pas de question à se poser. 23. Plus simple. Peu importe la hauteur. Sinon, t'en as, ils vont dire oui, mais moi je peux aller à temps. Non. Et par contre, aujourd'hui, ce qui devrait être ajouté sur toutes les fiches techniques, c'est cette possibilité de s'adapter au plafond. Ah oui, c'est bien beau de dire j'ai tant de marge. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est comment arriver à ta marge. C'est à tant de marge, on devrait dire, voilà, par rapport à nos extensions, c'est à cette hauteur, c'est la marge, à cette hauteur, c'est la marge, à cette hauteur, c'est la marge. Question, vous vantez souvent que les imprimantes distribuées par Cavic Vertical Print sont les plus stables. Prouvez-le. La question est arrivée comme ça. Alors, prouvez-le. Voilà, prouvez-le, ça va être... on va pouvoir expliquer pourquoi. Souvent, vous voyez des impressions de petits formats. Le problème, aujourd'hui, c'est plus vous allez monter haut, plus la machine va bouger. Je vais faire un parallèle que j'explique souvent en formation. Vous êtes en voiture, quand vous voyez une impression numérique, elle monte, elle s'arrête net et elle redescend. Imaginons, aujourd'hui, on est devant un feu. Vous arrivez, vous avez 50 cm pour freiner. Vous arrivez, vous roulez, vous mettez un grand coup de frein. Et tout de suite, le passe au vert, vous réaccélérez, donc vous êtes poussé en arrière. Un coup, vous êtes poussé en avant, un coup, vous êtes poussé en arrière. La machine de Cavic est la seule sur le marché qui a ce qu'on appelle le retard de mouvement. On en reviendra si tu veux plus tard, mais le retard de mouvement, ça fait quoi? C'est qu'en fait, je vais augmenter le temps du feu rouge. Je freine, j'absorbe l'inertie en haut, je laisse qu'elle... Elle s'arrête. Elle s'arrête, elle absorbe l'énergie, et en plus, je réaccélère et je repars. J'ai moins cet effet de balancement. D'accord? Plus tu vas monter haut, plus ça va balancer. Faut pas oublier... Quelle que soit la machine. Là, il faut être clair et net, et là, c'est à vous qui regardez ce podcast. Lorsqu'on vous dit, nous, notre machine n'a pas besoin de ça parce que c'est la plus stable, là, c'est une question de physique et de logique. C'est de la physique. Tu as entre 10 et 12 kilos. Le bloc-tête, quand on parle de bloc-tête, c'est la tête d'impression, les réservoirs, une partie de la technologie et tout le châssis. Tu as à peu près 10, 12, tout dépend les modèles, peut-être un peu moins sur certains, qui montent, qui s'arrêtent quasiment instantanément en haut et qui redescendent. Il faut absorber cette énergie. Il n'y a pas photo. Dans le monde de la CNC, de l'automate, de la robotique, il y a un temps d'absorption. Il faut lui laisser le temps d'absorber. Plus vous montez haut, plus c'est de la physique. C'est physique, pur et dur. Il faut retourner à l'école si vous n'êtes pas compétent. C'est une question de logique. Quand vous avez 10 kilos qui montent à 4 mètres, il faut venir stabiliser la machine. Il faut venir absorber. Il y a des sols qui vont être plus tolérants. Oui, mais moi, ma machine n'a pas besoin. Si un concurrent va dire à un futur client, moi, ma machine n'a pas besoin de ça. Alors moi, j'ai une grande logique dans ce que je dis. C'est très simple. Si je ne peux pas garantir pratiquement à 100% que je suis stable dans toutes les situations, si c'est pour dire que, ouais, mais on n'en a pas besoin dans 50%, non. Dans 100% des cas, à un moment donné, tu es obligé d'absorber cette énergie parce que ton sol peut bouger, tu es sur un parquet flottant, tu es sur des rails, tu es sur de la terre. 10 kilos à 4 mètres, c'est ça. C'est purement physique. Il faut absorber cette énergie. Sur certains chantiers, il va falloir beaucoup l'absorber. Sur certains chantiers, non. Plus c'est grand, plus il faut absorber cette énergie. Et là-dessus, l'imprimante que nous distribuons a été 100% étudiée là-dessus. C'est vraiment l'axe principal de développement d'Adam, qui est l'ingénieur en chef. C'est la stabilité. On l'a déjà vu dans plusieurs situations. Juste en changeant ce paramètre, la machine bouge beaucoup moins. Parfait. Alors, autre question. On est toujours dans la série FAQ. Pourquoi utilise-t-on 2 lampes UV sur les machines que nous vendons? Et pourquoi d'autres machines ont une lampe UV? Quelle est la différence? Alors pour les autres, je ne sais pas comment ils ont établi leur choix. Nous, le choix a été simple. L'encre UV sèche avec l'UV. Si je laisse une bouteille d'encre UV à l'ombre, comme ça, je la laisse remplie. On va cacher la marque, même si on s'en fout.
Si je remplis la lampe UV, elle va pas sécher. Elle a besoin de l'UV pour polymériser, pour flasher, tout simplement. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que sur une petite impression, j'imprime, je redescends, c'est pas très grave. Nous, on a fait le choix d'avoir 2 lampes UV. Quand on imprime en montant, la lampe UV du bas s'active. Et quand on descend, la lampe UV du haut s'active. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est de sécher l'encre le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas avoir des matériaux qui vont beaucoup pomper. Donc, le temps que tu montes et qu'elle ne sèche pas, l'encre va rentrer dans le support. Et tu as des matériaux qui vont être très durs. Ils ne vont pas absorber l'encre et elle risque de couler surtout sur les grandes impressions, sur les petits textes. Et comme tu fais une grande impression, tu laisses 1, 2, 3, 4 secondes. Donc, l'encre, elle attend de baver légèrement. D'accord ? Donc là, ça permet de la sécher le plus rapidement possible pour figer l'encre tout de suite. Et en plus de ça, tu montes, tu imprimes, tu sèches pas, tu redescends, tu remets de l'encre dessus et tu la sèches. Donc ça veut dire que un jet d'impression en montée ou en descente n'est pas séché. Un est séché, l'autre n'est pas séché, et ainsi de suite. Plus l'impression est grande, plus ce phénomène pose problème. Dans toutes les machines industrielles, tu verras, à plat surtout, il y a toujours de lampe. Le but du jeu, c'est de sécher l'encre le plus vite possible. Plus ton impression est haute, plus il est important de la sécher le plus vite possible pour qu'elle n'ait pas le temps de bouger et la figer instantanément. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous mettez vos questions dans les commentaires de cette vidéo et on sera tout simplement prêt à répondre sur la prochaine FAQ ou même utiliser votre contenu que vous pouvez nous donner. Posez-nous des questions en commentaire, c'est vraiment fait pour, faut pas hésiter. Et puis abonnez-vous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, Instagram, etc. où on est ultra actif, on poste tous les jours du contenu avant, après, du contenu aussi informatif et du contenu pour vous guider. Encore une fois, on essaie d'être un peu le média de l'imprimante murale, la source d'information que vous pouvez retrouver en ligne. Sur YouTube, on prend le temps de discuter. Sur les autres réseaux sociaux, on va un peu plus vite. Tiens, moi j'en ai une pour toi, on me l'a déjà posée à plusieurs reprises et je le répète en formation. Est-ce qu'il y a une licence, un abonnement ? Est-ce qu'il y a quelque chose à renouveler chaque année pour pouvoir utiliser les machines de Kavit Vertical Print ? Alors, c'est vrai qu'on nous pose vraiment souvent la question et non, on rassure les gens dans le prix d'achat en dessous de 30 000 €, tout est compris. Les licences, c'est à vie. D'autres vont peut-être chercher des abonnements ou n'importe quoi. Nous, on estime que vous payez la licence. On ne va pas commencer à faire de la récurrence que recherchent les autres sociétés dessus. Donc, c'est que des licences à vie. Que ça soit à la fois de logiciels de RIP. On travaille avec Flexi, un logiciel américain. Je crois qu'il y a 400 ou 600 € de licence sur celui-là à l'achat de la machine. Donc, c'est vraiment à vie. Et puis, le logiciel d'exploitation qu'on appelle nous le DXOnJet, qui est un peu le remote control, la plateforme pour tout contrôler. C'est pareil, c'est en licence à vie. Donc, on ne va pas vous faire de la récurrence, des abonnements, des options qui sautent. Non, c'est que la licence à vie. Voilà, c'est ça. Tout comme on n'est pas une franchise. Parce que beaucoup peuvent penser qu'on est une marque forte sur les réseaux sociaux, qu'on est une franchise, qu'on me doit... Je l'ai souvent au téléphone, ça aussi, qu'on nous doit une chacun est libre. Un abonnement, une récurrence. Une récurrence, un abonnement, exactement. Non. Un pourcentage de chiffre d'affaires. Pas du tout. Nous, vous ça, c'est faites votre vie. Notre choix. Vous payez un accompagnement sur lequel on est là, on est présent, mais vous êtes 100% indépendant. Et justement, ça me fait réagir à une question que j'avais notée ici. Ne bouge pas. Pourquoi avons-nous décidé de travailler avec Flexi comme logiciel de RIP et pourquoi ce logiciel est super important dans le métier d'imprimeur mural ? Pour le choix de Flexi, je me rappelle quand on avait eu la conversation au tout début, Flexi multilangue, simplicité d'utilisation. Il est préconfiguré pour l'impression murale. Honnêtement, dans 90% des cas, quand tu rentres pas dans les détails de l'impression, c'est-à-dire tu veux une impression pure et dure simple. 3 touches. Même pas. 2. Tu ouvres, tu envoies. Parce qu'il est pré-réglé, préconfiguré. Ah oui, sur les passes et tout, ouais, t'as raison. Il n'y a rien à faire. Moi, je le préconfigure, je le pré-règle. Tu ouvres le fichier, tu checkes la dimension pour être sûr que tu n'es pas te planté et tu envoies. Et ça prend 2 secondes. Tout. Ça prend 2 secondes. Et sa capacité de gérer le blanc avec plein de paramètres et sa capacité de gérer les profils ICC qui ont été optimisés pour la colorimétrie. Donc c'est vraiment important. C'est un super logiciel. Franchement, simple d'utilisation. Il peut faire peur au début à nos clients, nos utilisateurs. Tout le monde s'en sort très bien parce que, comme l'a dit Teddy, c'est 3 clics, c'est vraiment super rapide. C'est ça. Alors, tu parles de profil ICC. Ça, c'est un point qui est très important. Il faut savoir une chose, c'est que nous, les profils ICC, c'est comment va ressortir l'encre, comment les couleurs vont ressortir. Chez nous, elle est vérifiée tous les 3 mois. Dans l'usine, on a un consultant externe, c'est même pas fait en interne, c'est fait exprès, qui travaille chez Epson, qui travaille pour beaucoup de marques et qui est basé en Chine, et qui vient dans nos ateliers tester les profils ICC pour s'assurer que tout est OK. Et on travaille avec une seule marque aussi, qui s'appelle Nasdaq, Tout à fait. qui est encore une fois pas la moins chère du marché, mais qui est une excellente qualité d'encre.
Et tout ça, c'est assumé, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du rebranding sur l'encre. On vous conseille souvent de racheter l'encre avec nous parce que vous allez la payer moins cher que si vous contactez Nasdaq en direct. On commence à avoir un petit peu de volume d'affaires, donc ça nous permet d'avoir des bons prix sur l'encre. Et on a toujours du stock en encre. Et du coup, l'intérêt aussi pour nous, on ne va pas se le cacher, de contrôler le circuit d'encre, c'est qu'on sait ce que vont mettre nos clients dans la machine, justement lié au profil ICC. Demain, vous allez trouver de l'encre UV, on en trouve sur Alibaba à 50 € le litre, même à moins que ça. Sauf que, on ne connaît pas les compositions de l'encre. Est-ce que c'est bon pour notre tête d'impression ou pas? Et surtout les profils SCC. Est-ce que ton bleu va ressortir bleu, ton jaune jaune, ton mélange de couleurs sera parfait? On ne sait pas. Aujourd'hui, juste pour vous donner le niveau, avec nos profils SCC et la qualité de l'encre qu'on met dedans, on a été validé par une très grande marque de luxe. Très grande marque de luxe, je ne peux pas la nommer. Mais en tout cas, si une telle marque valide les couleurs et les profils SCC, en général, c'est qu'on est bon. Après, quand tu vois la consommation par mètre carré, c'est pas ça qui change. Au premier abord, tu te dis, ouais, je trouve une encre moins chère. Là, on parle de millilitres. On est à 5 millilitres en consommation moyenne par mètre carré. Oui, encore. On va dire large, mais c'est ça, c'est que la consommation est faible. L'intérêt de Nasdaq aussi, c'est la fiabilité et surtout la stabilité de la couleur. Le problème de changer d'encre toutes les 5 minutes, c'est ta stabilité de couleur. C'est que tu vas avoir un bleu aujourd'hui, tu changes de marque ou autre, tu n'auras pas le même bleu demain. Exactement. Le profil ICC nous permet d'être très très proche par rapport à la couleur demandée, d'accord ? Idéalement, il faudrait faire un profil ICC par matériau. On peut pas. Donc on peut pas. Mais par contre, on a essayé de faire le profil ICC le plus unique possible et le plus simple possible. Dans l'industrie, on fait un profil ICC pour divers matériaux parce qu'il y a du PVC, il y a du blanc, il y a plein de couleurs. Nous, on a fait le juste milieu et on le stabilise et on le contrôle régulièrement. C'est ça. Et faut savoir un truc, c'est que Nasdaq, donc la marque avec laquelle on travaille, est basée en Angleterre. On est sur un circuit plus court sur l'encre aussi, ce qui nous convenait mieux. Après, on va pas se le cacher. Je pense que beaucoup de nos concurrents, et j'assume tout à fait ces propos, s'équipent aussi chez Nasdaq parce que c'est une des meilleures marques. Et voilà. Sauf qu'après, chacun assume de remettre sa marque ou pas sa marque dessus. Nous, on a décidé de laisser la marque Nasdaq comme on a décidé de laisser aussi la marque sur les machine, quelque chose auquel on tient énormément. Et c'est protéger sa tête d'impression aussi. Ça, faut pas oublier ça. Complètement. Parce que si tu mets une encre que tu sais pas d'où elle sort, va-t-il y avoir une réaction? Va-t-il y avoir un flashage? C'est pas sur la densité des gouttes, si je dis pas de bêtises. Oui, aussi, puis elle peut. Moi, j'ai déjà vu sur d'autres marques, elle peut flasher dans le réservoir. Elle a un petit coup et paf, elle durcit. Question suivante, y a-t-il des options à prévoir avec l'imprimante murale? Moi, j'en vois qu'une. Mais moi, j'aime bien dire oui et non. Dans l'impression murale, il n'y a pas d'option. Tout est fourni avec. Les rallonges, les extensions, les mâts. Business clé en main. Clairement, c'est un business clé en main. La seule option qui n'est pour moi plutôt une pseudo-seconde machine, c'est potentiellement l'impression au sol. Ça va permettre d'imprimer le sol. Nous, on ne le propose pas vraiment. Ça, c'est un choix assumé. On en parlera peut-être après. Mais la machine est livrée avec les licences, les logiciels, les rallonges, les extensions, l'encre, tous les renforts, les rails au sol, les roulettes, les outils. Bref, tout. Ouais, un petit kit SAV. Alors qu'on dit SAV, c'est pas vraiment SAV, c'est un kit. L'utilisateur fait une bêtise. Je préfère les donner d'avance. On plie une pièce ou autre. Tout est fourni avec la machine. Moi, l'option que je vois qu'on peut rajouter, c'est ce qu'on appelle le VertiPrint. Qu'on propose en option. Le VertiPrint, c'est un support. C'est un accessoire, je dirais, moi. Plutôt qu'une option. C'est un accessoire. C'est un accessoire. C'est plutôt un accessoire. En gros, la VertiPrint, c'est quoi? Ça vous permet d'imprimer des tableaux, des ports dans l'intégralité, n'importe quel support, de façon très, très simple. Voilà, c'est un support qui est dans les 1050 €, je crois, de mémoire. Mais qu'on force pas, c'est-à-dire certains clients vont peut-être le commander tout de suite, d'autres vont attendre un peu en fonction des projets. Là, on a quelqu'un qui vient de faire un projet de résidence avec beaucoup de portes, forcément elle va en avoir besoin. Pour être clair, c'est une imprimante murale. C'est fait pour imprimer des murs. Donc il y a des options, des capteurs et des choses là qui te permettent d'imprimer les murs. Et dès que tu vas vouloir imprimer un tableau ou un objet physique dans ta main, le plus simple, c'est de faire croire à la machine qu'il y a sur un mur. Et c'est là l'intérêt du VertiPrint. C'est que lui, il va simuler le mur et va permettre, on va dire, de dire à la machine d'utiliser son plein potentiel. Ça, j'adore. On me le demande quasiment à chaque fois. Oui, est-ce que vous pouvez m'envoyer un PDF de toutes vos imprimantes, tous les modèles que vous proposez? Teddy, pourquoi nous n'avons qu'un seul modèle d'imprimante murale de disponible chez Kevik Vertical Print? Parce qu'il est, pour moi, optimisé, optimal. D'accord ? Il a prouvé. Le modèle a prouvé sa fiabilité et a évolué avec le temps pour être aujourd'hui, pour moi, le modèle le plus optimisé du marché, avec le plus d'options du marché, plus de capacité du marché. Et dans un deuxième temps, ça me permet instantanément
de connaître la machine par cœur. Le bruit, le son, on me pose une question, on me dit j'ai un réglage à faire. Je connais par cœur. J'ai qu'un modèle, j'ai pas à poser la question, mais quelle machine tu utilises? Parce qu'au bout d'un moment, avec 20, 30, 40, même aujourd'hui, je crois qu'on a 60. Après, il faut être honnête aussi, avoir plusieurs modèles, c'est aussi prendre des risques. On ne va pas se le cacher. Ça. Nous, notre modèle, il est validé depuis 2020 ou 2021. Je sais pas, sur le châssis, sur la stabilité, sur tous les points On va dire, importants. ouais, c'est ça. Le gros. Donc, faire évoluer le châssis, on n'est pas pour, parce qu'il fait vraiment, il a fait plus que ses preuves. Il y a plus de 700 ou 800 modèles d'imprimantes murales qui ont été vendus dans le monde entier avec ce châssis-là. Je dirais plus de 1000, si je vois la référence. C'est 800. Ouais, Ouais, je sais pas, ouais, bref. ouais je pense. Donc plus de 800 modèles ont été vendus dans le monde entier avec un tel châssis. Demain, si on devait sortir un nouveau modèle, un nouveau châssis, il faudrait qu'il reste au moins 1 an à 1 an et demi en test en labo chez nous, à l'usine, pour pouvoir avant le commercialiser. On a des concurrents qui ont sorti un nouveau modèle l'année dernière, où il y a 2 ans, qui sont allés un peu trop vite. Ils sont un petit peu mordus les doigts. Faut pas aller trop vite dans l'impression murale. Du coup, nous, ce qui change, c'est juste la tête d'impression au final. Ah, pas vraiment. Il y a quand même des évolutions en temps réel. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la machine n'a pas évolué depuis 4 ans. C'est pas parce qu'esthétiquement, elle paraît identique que c'est toujours la même. On fait évoluer la machine. Oui. Les ingénieurs la font évoluer. C'est comme on disait avant, dans l'automobile, oh là là, tu prends ce modèle de voiture, jamais de problème. Sauf qu'aux constructeurs d'automobiles, on les a forcés par rapport à la pollution et déjà, tu as changé leur moteur. Sinon, t'inquiète pas, ils seraient restés sur leurs anciens moteurs. Nous, c'est ça. C'est qu'en fait, la machine est rodée depuis des années. Les cartes mères sont éprouvées et testées. Et on fait évoluer, on fait évoluer, on fait évoluer. Nous, on le voit constamment, tous les 1 ou 2 mois. Ah ben, il y a ça qui a un petit peu changé. On les fait évoluer et en plus de ça, on peut faire profiter nos anciens clients. C'est ça. Si on s'amusait à changer de châssis toutes les 5 minutes, dès qu'on aimerait apporter une évolution, on ne peut pas faire profiter nos anciens clients. Nous, nos anciens clients ont le choix. Si demain, ils disent, bah voilà, j'aimerais la nouvelle tête, pas de problème, kit upgrade. Demain, on inventerait une nouvelle option châssis, compatible. Et surtout, nous, ce qu'on ne veut pas faire, c'est mettre sur le marché un modèle qui ne nous plaît pas. Ça, c'est vachement important. J'ai quelqu'un en tête qui va sûrement vous vendre une imprimante murale et vous dire celle-là, bon, elle est moins chère, mais bon, elle a ses défauts et puis la tête d'impression, elle n'est pas folle. Je vois pas l'intérêt en fait. Soit tu vends un produit auquel tu crois, tu te vois travailler avec, ce qu'il faut vous expliquer. Il faut vous expliquer qu'on vend du matériel sur lequel nous, on l'a fait. Donc, aller sur les chantiers avec ce matériel parce qu'on sait la fiabilité du matériel, mais vous vendre une machine qu'on peut peut-être sortir je dis n'importe quoi, à 20 000 €, mais bon, on vous dire attention, la tête d'impression, c'est pas très fiable, et bon, c'est pas foufou comme matos, mais j'ai mieux comme matos, je vois pas l'intérêt. Bah, après, on avait le choix aussi de dire, bah voilà, on vend une machine sans option et on rajoute des packs options. Moi, je veux que le client, quand il part d'ici, il n'ait pas à se poser de questions. C'est ça, c'est tout pas est un prix dedans, d'accroche. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout est financé, tout est dans le pack. Il n'a pas à réfléchir dans 3 mois, dire ah j'aurais dû prendre l'autre rallonge, ah j'aurais dû prendre cette. Non, tout clé en main, basta. Alors, si vous avez fait le tour des distributeurs en France, vous verrez, on est 2-3 distributeurs en France, vraiment que du matériel professionnel, industriel en impression murale. Il y en a peut-être qui vont dire, je vous offre un ordinateur si vous m'achetez une imprimante murale. Alors moi, la question est, Teddy, avons-nous besoin d'un ordinateur supplémentaire pour opérer la machine lorsqu'on achète une imprimante murale chez Cavic Vertical Print? Alors nous, on a fait un choix qui est assumé, c'est d'avoir l'ordinateur dans la machine, sur la machine. Pourquoi ? C'est bien de se dire, voilà, j'ai un ordinateur portable, j'ai une tablette tactile, c'est trop bien, je me mets sur mon canapé, je fais mes petits fichiers. Ça sert à rien. Non, c'est que tu vas te causer des problèmes. Tu appuies sur le bouton, la Cavic, elle s'allume, elle fonctionne. Le problème d'avoir un ordinateur à part, c'est que tu vas commencer à faire des fichiers. Tu vas commencer à aller sur Internet pour aller chercher tes fichiers. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas allumer le pare-feu, tu vas mettre ton antivirus, tu es quand même discipliné dans la sécurité. Bien sûr. Le problème, c'est que tu vas potentiellement, avec le temps, alourdir ton ordi et défiabiliser ta machine. Un antivirus, vous avez déjà le voir, s'il décide de faire Mise à jour. si l'antivirus décide de faire un scan, bam, c'est blackout. Nous, les machines, elles sont configurées, le logiciel est optimisé pour la machine. Tu mets ton fichier sur ta clé USB, t'appuies, tu printes. Alors, je vulgarise, elle est faite que pour ça. Le logiciel et la machine est fait que pour ça. Moi, je dirais même plus, c'est complètement inutile. Quand ta machine est lancée, elle est lancée. Voilà. On a parlé du Flexi tout à l'heure du logiciel pour ripper les images. Il est C'est sur 3 clics, ça l'ordinateur. prend 2 secondes. C'est ça. Tu mets ton point zéro, tu mets tes réglages, ton mode automatique, tu fais tes nettoyages. Finalement, l'écran qu'il y a sur ton imprimante, tu t'en sers 5 minutes. C'est ça. Puis en plus d'avoir l'ordi à côté, bah, tu peux pas faire de fichier, donc il te sert à rien. Moi, je préfère qu'on me dise, voilà, Teddy, t'as raison, l'ordinateur,
il sert qu'à la machine. C'est optimisé en industrie, vous allez le voir. À chaque fois qu'il y a une machine, en industrie, l'ordinateur est dédié à la machine. Il n'y a pas d'interférences qui peuvent, logiciel ou autre, blackout. Le Photoshop, quand vous voulez l'utiliser, le Canva ou tout ce que vous voulez, il est sur un autre ordinateur. Aujourd'hui, Photoshop... Attendez, on ne vous dit pas qu'il ne vous faut pas un deuxième ordinateur pour être opérationnel dans votre quotidien. On parle juste d'être opérationnel sur l'imprimante pendant que ça imprime. C'est ça. Aujourd'hui, un ordinateur qui fait tourner Photoshop, moi je vous le montre, c'est 350 €. D'accord ? Aujourd'hui, avec un 350 €, on achète un ordinateur qui fait tourner Photoshop. Et on t'offre un ordinateur à 2000 €. Non, pardon, rien à voir. Travel joke. Donc, quel intérêt ? Après, on va me dire, oui, mais 350 €, ça ne fait pas tourner Photoshop. Bah, regardez les conditions minimales pour faire tourner Photoshop, sachant qu'aujourd'hui, moi je dis toujours, nous ne sommes pas graphistes. Oui. D'accord ? Nous sommes imprimeurs. Aujourd'hui, le gars qui veut vraiment faire du graphisme... Il réceptionne le fil. Ouais. Voilà, non, mais le gars qui veut faire vraiment du graphisme, il va s'acheter un vrai ordinateur très puissant. Mais ça, c'est son choix, c'est un plaisir. Mais si le but, c'est juste de recadrer des images, jouer un peu avec les couleurs, effacer peut-être le fond, un ordinateur à 350 € aujourd'hui suffit. Ouais. Moi, je préfère avoir un ordinateur dédié à ma machine et ne pas avoir de potentiels problèmes de mise à jour, de pare-feu. J'ai déjà vu les mises à jour Windows. Les mises à jour Windows, quand elles vous plantent l'adresse IP, vous n'êtes pas content. Un ordinateur, c'est dédié à la machine et on évite de le connecter à Internet et on évite les antivirus qui posent problème. Question suivante dans cette liste FAQ que nous avons reçue sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Une question que moi j'adore parce que moi j'aime bien comparer la concurrence. C'est un peu mon taf. Et un concurrent va dire attends, si vous travaillez chez nous, on a toutes les pièces, on a tout ce qu'il faut pour réparer les machines s'il faut, etc. Alors moi ma question est y a-t-il des pièces de rechange disponibles en France pour les imprimantes que vend Kiavik Vertical Print ? On a toutes les pièces en plusieurs exemplaires. Et quand on consomme une pièce, généralement, on fait un réassort de temps en temps quand on fait venir une machine. Pour être clair et net, demain, vous cassez une pièce, il y a une pièce qui lâche, vous la recevez en moins de 48 heures chez vous. Ça soit clair et net, on a tout ce qu'il faut. On a juste à la prendre dans le stock et à vous envoyer et après à vous assister à distance pour remonter la pièce. Il faut savoir que 9 fois sur 10, le SAV peut, même plus que ça, mais peut se faire à distance avec l'accompagnement de Teddy qui va vous accompagner à remonter les pièces. Les machines ont été étudiées pour ça. Elles ont été étudiées pour justement que les utilisateurs puissent faire du SAV avec l'assistance d'un professionnel, mais faire du SAV seul, remonter les pièces, il n'y a rien de difficile. Il suffit juste d'être accompagné pour savoir comment remonter les pièces. Donc oui, nous avons toutes les pièces en France. C'est ça. Je me rappelle même d'Alex qui nous a engueulé, mais pourquoi vous commandez toutes ces pièces ? Pour être réactif. Ça tombe pas en panne, il m'a dit. Et imagine si... On ne sait pas... C'est plus de la casse. Moi, je pense à quelqu'un qui fait tomber une pièce, qui marche dessus, qui monte, qui fait pas attention, etc. C'est ça. Donc, c'est vraiment important, la réactivité là-dessus. On ne dépend pas de la Chine pour avoir un réassort de pièces. On a déjà tout en avance et c'est ultra important d'être réactif sur le SAV. Je pense que c'est les deuxièmes questions qu'on me pose en général au téléphone. Comment se passe le SAV ? Je pense que point de vue SAV, on est quasiment imbattable point de vue réactivité. Ah, c'est sûr. Et déjà, on n'a jamais fait revenir une machine en entier. Non. Jamais eu besoin. La seule chose... c'est le bloc-tête, parce que le client ne se sentait pas de faire des essais. Lui, il avait le temps, je l'ai fait moi, mais sinon, à part ça, non. Jamais refait venir une palette de machines. Non, jamais. Jamais, pas besoin. Donc vous l'avez compris, nous on vous propose un pack complet, comme le font beaucoup de nos concurrents. J'en ai 2-3 en tête. Là, ils proposent aussi maintenant les mêmes packs, l'accompagnement, que ça soit aussi la formation. Et tant mieux que c'est un peu bougé aussi de leur côté. Encore heureux, parce qu'il était temps. Mais en tout cas, voilà, nous, depuis le début, on vous propose ce pack-là. Et souvent, ce qu'on me pose comme question, ouais, très bien, je suis sur de formation, mais qu'est-ce qui se passe après là, on est au centre de formation, après la formation ? Comment l'accompagnement se met en place ? Qui est là pour m'aider ? Si j'ai une galère, un week-end, bref, une presta, comment fonctionne l'après-formation ? Alors déjà, tu as du support vidéo. On a une plateforme avec, je sais pas moi, une vingtaine de thèmes. Généralement, tout ce qu'on a vu en formation, tu le revois dans les vidéos. Ça te permet de rafraîchir. Rafraîchir, oui. Ouais. Ensuite, il y a mon contact WhatsApp. Par message, vidéo. On a essayé le ticket, mais je trouve que c'est pas terrible, c'est pas assez rapide. Il faudrait que je me connecte tout le temps pour vérifier. Donc, il y a le WhatsApp. La seule règle que j'impose, et je l'assume, on m'appelle pas au pif, on me fait un WhatsApp. Une vidéo, un vocal, une photo. En gros, ce que Teddy est en train d'expliquer, c'est que sortie de formation, Teddy est à vos côtés. Ça paraît un peu fou, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va vous accompagner sur des questions techniques que vous allez avoir, des doutes techniques, peut-être sur des problèmes techniques. Et rassurer le consommateur. C'est ça. C'est ça, l'utilisateur. Voilà, c'est ça. Dans 90% des cas, l'utilisation de l'imprimante par rapport à un mur est standard.
C'est un mur blanc et tout. Et après, tu as toujours des petites subtilités. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai mon plafond qui est comme ci, j'ai une corniche, mon sol est comme ça, j'ai le mur qui est de cette couleur, et comment tu travaillerais ici? Et puis mon fichier, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et il y a une grosse partie, ça, c'est de se rassurer, c'est de pas partir avec la boule au ventre et se dire dans quoi je me suis lancé. Non, on est là, on accompagne. Et surtout, si tu m'as prévenu avant, je suis là. L'imprimante est-elle lourde? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent parce que forcément, quand tu la vois monter avec son échafaudage et tout, ça peut être impressionnant. Donc, l'imprimante de chez Kiavik Vertical Print est-elle lourde? Toute montée, on va pas se mentir, oui. C'est sa force. Ce qui fait sa stabilité, c'est que quand on a monté tout le système... Ah, quand on dit oui, on est entre 75 et 80 kilos quand on est sur un barnum à 4 mètres de haut. Vraiment le format maximal. Quand elle est montée entier avec son échafaudage, elle est ultra stable. Vous pouvez monter... On pourrait presque monter dessus, je dis pas. C'est comme faut une pas échelle, le faire, oui. hein, c'est comme une échelle. C'est qu'en fait, elle est très rigide en elle-même. Par contre, démonter, c'est quoi 8-10 minutes. Je n'ai même pas regardé la vidéo d'ailleurs quand je la démonte. Allez, je dirais entre 10 et 15 minutes, tu la mets entre guillemets en pièces et c'est 20 kilos par sac. Ouais, Le sac le plus lourd, c'est 20 kilos. Ouais, le plus lourd. Le plus lourd, c'est 20 kilos et les autres sacs sont un petit peu plus légers. Mais il te faut 20 minutes pour la monter. Allez, 20-30 minutes pour être tranquille et prendre ton temps. Ouais, au début. Après, vous allez forcément réduire ce temps de montage. Maintenant, il faut savoir un truc. Hein. On l'a expliqué en début de podcast. Son plus gros avantage, son inconvénient, c'est son poids. C'est les deux. On est contre les machines à 45 kg qu'on monte en soi-disant 8 minutes, mais qui mettent parfois plus de temps que nous à monter, parce que vous allez perdre la stabilité. Encore une fois, on insiste dessus sur la stabilité. Plus vous allez monter, plus il va falloir de la stabilité. Il ne faut pas rêver. Les impressions basses, c'est toujours plus facile. C'est facile. Du coup, l'imprimante est-elle longue à monter? Ah bah non, je l'ai prouvé en vidéo, je crois. Moi, je la monte en 8-10 minutes en utilisation moyenne. Et l'utilisateur sorti de formation et après, une fois qu'il s'est fait la main? 20 minutes, tu la montes. 20 minutes, si tu es organisé, si tu as pris le temps de t'entraîner dans le sens où tu as pris les bonnes pièces, tu connais bien ton setup, tu ouvres tes sacoches, tu as bien organisé tes pièces, c'est sûr que si tu arrives, tout est en vrac. Bon. Mais en 20 minutes, si tu es bien organisé, tu la montes. Encore une fois, loin des idées reçues, on n'est pas. Alors, je pense qu'il n'y a que Wallpen qui est beaucoup plus rapide que nous à monter. Mais en tout cas, sur le reste, ouais, on en fait, est tu vas quasiment sur le même gagner. temps de montage. Ouais, voilà, tu vas gagner vraiment en montage pur. Tu vas peut-être gagner 15-20%. Montage pur. Par contre, toute la partie vérification, C'est pareil. nettoyage, C'est c'est pareil. C'est la même temps. Donc oui, dans la globalité, tu vas gagner un petit peu. Quelle est la vitesse moyenne d'impression mètre carré à l'heure avec nos machines? Alors, j'ai vu certains qui annonçaient entre 5, 8, 10 mètres carrés à J'ai l'heure. même vu 15. 15 mètres carrés à l'heure. C'est quand même gourmand. Hein. En 4 passes, il y a moyen, hein, mais bon. Peut-être pas 15 quand même. Je pense que c'est une erreur de site. 15 mètres carrés, c'est une erreur parce que Du coup, quelle est la vitesse d'impression de nos machines? Pour être clair, ça va être entre 1 et 5 mètres carrés. Ce qui influe la vitesse, et ça c'est très important. On peut vous dire, là tu vas imprimer à tant de mètres carrés. Nous on ne le dit jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Combien tu mets de couches d'encre? On ne va pas parler de passe, on va parler de couches. Une passe, c'est un nombre de couches. Une passe, une couche, 8 passes, 8 couches. Pour schématiser. Plus tu vas mettre de passes, donc de couches, plus ton temps va être long. Ensuite, il y a un paramètre qui est très important. Moi je dis toujours, une impression de 2 mètres de haut par 50 cm et la même impression de 2 mètres de large par 50 cm, donc les deux font 1 mètre carré si je suis bon en maths. Celle qui fait 2 mètres de large va être 2 fois plus longue que celle qui fait 2 mètres de haut. Pourquoi? La machine, elle monte, elle descend, elle fait une translation. Tu as 2 fois plus de translation de gauche à droite que quand tu imprimes dans cette hauteur. Oui, tout simplement, il faut que l'imprimante se déplace. Donc, Voilà. en fait, il faut rajouter le temps de déplacement. Donc, dire que je te garantis que l'imprimante va faire 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, ça serait du mensonge. design. Ça dépend voilà. Et le blanc, on n'a pas parlé du blanc. Ouais, il y a le blanc aussi qui va influencer. Et puis aussi, on peut lui demander une optimisation là, qui est particulièrement bonne là-dessus. Ouais, le temps de pause. Et aussi la largeur d'impression dégradée par passe, qui va encore augmenter la qualité. Tous ces paramètres font que tu peux imprimer en 1 mètre carré à l'heure comme en 5 mètres carrés à l'heure. Pour être transparent, tu ne peux pas garantir ou il faudrait faire des maths. Comprenez bien, forcément, plus vous allez imprimer vite et ne pas faire attention à ces réglages, plus il y aura un impact sur la qualité de l'impression. Après, ça dépend ce que vous imprimez. Demain, vous faites du lettrage, on va vous conseiller de vraiment réduire un paysage, le temps d'impression. Une photo avec des gros aplats, pareil. Maintenant, certains dessins sont peut-être plus simples à faire rapides. Mais tout ça, ça fait partie aussi de l'accompagnement pour vous donner des petits tips là-dessus, justement, pour vous accompagner sur votre lancement. Teddy, l'entretien est-il facile à faire sur une imprimante murale? Alors que ce soit la Kiavik Vertical Print ou d'autres marques, on ne va pas se le cacher. Franchement, je pense qu'on est quasiment tous au même mode opérationnel pour l'entretien. Comment ça fonctionne? Presque.
Il y a 2 types d'entretien. Il y a l'entretien courant, c'est-à-dire qu'avant d'imprimer, tu fais un petit nettoyage de la tête d'impression. C'est fait grâce à ce que nous, on appelle le bloc pompe, qui est, on va dire, tout automatisé. Et ensuite, tu as l'entretien un petit peu plus long, mais lui, il se fait tous les trimestres ou tous les 2 mois. Ça va être changer les filtres. Là, c'est un petit peu plus long. Mais l'entretien courant, ça prend quelques minutes. 1 minute 30 d'entretien avant d'imprimer. Moi, j'ai une question. Et j'arrive pas, et vraiment, on n'avait pas prévu, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi d'autres marques vont dire chez nous, il n'y a pas besoin de changer les filtres. On a les mêmes têtes d'impression, on a la même technologie dedans. Eux vont dire non, mais changement de filtre, c'est tous les 6 mois ou tout maximum 1 fois par an. Alors que nous, on le préconise Je sais pas qui c'est qui dit ça, mais je comprends pas. Il est ambitieux. Hein. L'encre UV, et ça, c'est inhérent à n'importe quelle machine, du HP, du Kiavik, du Walpen, du Canon, tout ce que tu veux. L'encre, si elle reste stagnée, elle oxyde. Elle va agglomérer, elle va boucher le filtre. C'est mathématique. Mais même une imprimante à la maison, au final. Toute. Faut que ça tourne. Surtout pour le prix des filtres. On va pas se mentir. Il faut changer. Alors, 2 fois, ça peut faire flipper les gens. Moi, je dis souvent dans mon discours, une imprimante murale, il faut qu'elle tourne. Tout à fait. Ouais, mais si je pars en vacances, comment je fais? Alors, en fait, il faut expliquer que nous avons des process de mise en pause de l'imprimante. Souvent, les personnes qui n'ont pas voulu nous consulter, qui sont parties pendant peut-être des raisons professionnelles ou personnelles, 1 mois, 1 mois et demi sans imprimer ni toucher à l'imprimante, quand ils l'ont rallumé, c'était un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas suivi le process. Donc nous, on accompagne aussi là-dessus, justement, sur les process de mise en veille de l'imprimante. C'est ça. Il faut surtout le blanc, par exemple. Le blanc, c'est le plus capricieux dans les temps de pause. C'est comme quand vous êtes à la maison, vous avez un pot de peinture blanc, vous l'ouvrez, tout le blanc est au fond et au-dessus, il y a la résine ou le liant ou je sais pas quoi. Bah là, c'est la même chose. Le problème, c'est que tout le colorant blanc va aller au fond du réservoir. Premier nettoyage au redémarrage, vous bouchez le tuyau. Il y a juste des précautions à prendre. On va peut-être vider le réservoir de blanc. Moi, je vais conseiller, quand vous partez, par exemple, 1 mois en vacances, c'est de mettre du produit à la place de l'encre, en particulier l'encre blanche. Et pourquoi pas, dès que vous revenez, avant de redémarrer la machine, vous faites changement de filtre. C'est ça. C'est tout. C'est juste, c'est pas compliqué, il faut juste prendre des précautions. On part pas à l'arrache. On a ce qu'on appelle aussi des pansements. Enfin, on a Il y a plein de solutions. Tout donner mais ici, c'est juste que il faut juste dire voilà, je pars en vacances, je prends des précautions. Comme quand vous partez et vous coupez l'eau. Il y en a qui coupent le gaz. C'est la même chose. Je pars pas à l'arrache. Faut-il des compétences graphiques pour se lancer dans l'impression murale? Alors moi, ce que je dis toujours, déjà, on n'est pas graphiste. L'imprimeur n'est pas graphiste, il est là pour traiter des images. Si après tu veux apprendre le graphisme, c'est ton choix, c'est une passion. Tant mieux, moi j'aimerais bien. Ton rôle, c'est juste de vérifier les dimensions, au pire, recouper les fichiers. Et ça fait partie de la formation, de l'après-formation, Surtout post-formation. l'après, On continue de vous accompagner sur l'analyse et le traitement fichier. C'est ça, de recadrer une image, jouer un petit peu avec le colorimétrie. La chance qu'on a, c'est que Photoshop, sur YouTube, il y a une manne d'informations pour vous accompagner. Mais moi, le premier, à l'époque, le mot Photoshop fait peur. Oui. Et je comprends. Ça a évolué. Ça a évolué. Mais ce qu'on vous demande sur Photoshop, c'est de préparer la zone d'impression. Vérifier que le fichier est en bonne résolution. Basta. Franchement, pour faire simple, basta. Il y a 2 métiers différents. Il y a le graphiste et l'imprimeur. Un graphiste n'imprime pas. Il demande à un imprimeur. Un imprimeur, soit il a des graphistes en interne, soit en externe. Mais c'est 2 métiers différents. Puis aujourd'hui, vous avez encore une fois des plateformes comme Fiverr, vous avez les IA qui sont vraiment très bien élaborées pour, détourer une image. Certaines images, on peut les détourer à l'IA. Vous avez des IA aussi d'optimisation, de résolution d'image. Bref, on est vraiment en 2026 super aidé. Il y a même 3 ans en arrière, on va être gentil. Ouais, puis il y a des belles bases de données d'images déjà. Il y a des belles bases, Shutterstock, Adobe Stock. Franchement, c'est pas ça qui doit vous bloquer. Et encore une fois, on vous accompagne dessus. Et puis, vu les plateformes qu'on a trouvées, et puis même certains de nos clients ont été très bons. Ils ont trouvé des graphistes très bons. J'en ai 2 en tête là qui travaillent avec des graphistes en photo et en vidéo. Ils font le taf. Donc, on vous redonne aussi les contacts de graphistes qui comprennent l'impression murale. Donc, faut pas stresser par rapport à ça. C'est une fausse excuse entre guillemets. Oh, les graphistes ne nous en voulaient pas. Le truc, c'est que pour les graphistes qui nous regardent, moi je dis souvent à nos clients qui nous font des brochures, des PDF, comme on appelle ça, des brochures, ils font tous la même chose. Ouais, c'est ça. Et je leur dis, les gars, arrêtez. Et là, par contre, oui, là, je suis contre l'IA là-dessus parce que tous la même chose, des couleurs, des images qui ressemblent à rien. Non, mais aujourd'hui, l'abonnement Photoshop, il te permet d'avoir une petite IA pour remplir des zones et tout, c'est parfait ça. Alors, le sujet de l'impression sur verre revient très régulièrement. J'ai de la chance. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la technique et du développement chez Kiavik. C'est un spécialiste de l'impression sur verre, parce qu'il a commencé sa carrière en imprimant sur du verre. On a vu pas mal de choses passer sur les réseaux. Teddy, explique-moi, peut-on imprimer sur du verre
avec notre imprimante ou n'importe quelle imprimante d'ailleurs. N'importe quelle imprimante. On va dire que oui, bizarrement par rapport à ce qu'on dit d'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une histoire de fiabilité, de garantie. L'impression du verre, le problème, c'est que c'est un problème de physique, de chimie, de ce que tu veux. Le verre, son problème, c'est qu'il n'a aucune capacité d'absorption de l'humidité. Donc aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à imprimer des vitrines et de garantir à ton client que ça va tenir alors que tu as une chance sur 2 que ça ne tienne pas? En fonction de la saison, ça peut beaucoup Voilà, c'est ça. Moi, je le sais parce que je pourrais le montrer et le prouver. J'ai imprimé, on parle de kilomètres carrés de verre. Il y a certaines périodes dans l'année, ton taux d'humidité est tellement élevé que le verre n'absorbe pas l'humidité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as une pellicule d'humidité et l'encre n'accroche pas. C'est très simple. Tu mets ta main sur une vitrine ou sur une vitre et tu vois le halo d'humidité qui apparaît. L'encre ne tiendra pas. À un moment, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, si on vous dit ça tient sur verre, ok. Quand il fait 30, 40 degrés en extérieur, que le soleil tape sur la vitrine, vous allez augmenter votre taux de réussite. D'accord? Et du moment que vous arrivez en période un petit peu plus humide, allez, novembre, mars, novembre, ou en avril. début de journée, c'est pas la peine. Mettez la main sur la vitre, vous allez voir le halo d'humidité et ça ne tiendra pas. Si demain on vous dit ça, je vous donne un conseil, et c'est un vrai conseil, demandez une garantie, un papier signé, comme quoi si votre client au bout de 6 mois il vous a donné 1 500 € ou 2 000 €, que si ça se décolle, c'est lui qui paye. Demandez le papier de l'encre, l'attestation qui dit que ça tient sur verre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le business, est-ce que vous êtes prêt à faire un chantier avec un taux de réussite de 90, 95, 100% ou vous êtes prêt à faire un chantier à 50%? C'est juste ça, la vérité. C'est que moi, je préfère vous dire non ou, sous certaines conditions, un petit tableau pour maman, un petit tableau pour mamie, qu'on va mettre... Pas de problème. Mais aujourd'hui, moi, j'ai imprimé des milliers des kilomètres carrés de verre et c'est prouvable parce que je fais ça pendant des années. Je vous garantis que sans le bon primaire, vous ne pouvez pas garantir à 100%. Moi, j'ai des verres qui sont imprimés depuis des années. On parle de cuisine, on parle de salle de bain, de parois de salle de bain, on parle des choses en plus qui sont très exposées là. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien beau de dire je vais faire une vitrine. Ok, 2 mois par an. Et elle tient 6 mois, 1 an. 2 mois par an. Pour résumer, si je devais parler du verre, c'est très simple. Es-tu capable dans ton business de garantir à 100% que tu vas imprimer une vitrine, que ça va tenir? Ou on verra ce qui se passe. La réponse, elle est simple. C'est pour ça que je préfère dire on ne fait pas le verre ou on évite, ou on me demande avant, que de dire on fait le verre et potentiellement, tu fais une bêtise. Techniquement, on peut le faire. Maintenant, c'est les termes et conditions de garantie. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est un choix. Moi, je préfère être transparent et de dire je suis pas sûr. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'option sol. Moi, je trouve que j'ai de moins en moins de demandes sur l'option sol. Des gens, oui, parce que j'y vais, vos concurrents vendent le sol, etc. Alors, est-ce qu'on vend l'option sol? Comment on se positionne dessus? Et après, je répondrai à la dernière partie. Ouais, on va être transparent. On a l'option sol, mais c'est délibéré, on ne veut pas la mettre en avant. Déjà, pour moi, il est hors de question que tu vendes une machine avec l'option sol but en blanc, tout de suite. Parce que pour moi, l'option sol, c'est du plus, potentiellement. Tu pourras parler business après. Ouais. Mais c'est surtout le meilleur moyen d'abîmer quelque chose. La tête d'impression, on passe sur le sol est quand même moins droit que le mur. Moi, je préfère éviter de vendre le sol. Parce que je trouve que déjà, le business et l'accroche, il n'est pas terrible. C'est ça. Comme dit Teddy, moi, c'est pareil pour le sol. J'ai du mal à vendre quelque chose auquel je ne crois pas. J'ai été imprimeur mural pendant pas mal de temps. J'ai ramené du chiffre d'affaires. J'ai vu les possibilités, les opportunités, les très gros contrats. Donc oui, là, on y va, les têtes baissées. On sait qu'on n'envoie pas les gens dans le mur, sauf s'ils n'arrivent pas à gérer leur société. Mais ça, c'est un autre sujet. Le sujet option sol, écoutez-moi bien, avec si je fais le cumuler, les 75 millions de vues qu'on a fait sur les réseaux sociaux, les dizaines de milliers de messages que nous avons reçus aussi sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais eu de demande de prestation au sol. Je n'ai jamais reçu une seule demande de prestation au sol. Et après, à titre perso, je ne peux pas vendre un produit, du matériel auquel je ne crois pas. C'est ça. Je ne sais pas que je crois pas en la technologie. La technologie, elle est mature, ce n'est pas un problème. C'est le business en lui-même. Demain, vous foirez un mur pour X raisons. Vous vous loupez sur un mur. Un coup de peinture, c'est terminé. Demain, vous vous loupez sur un sol. C'est pas la même. Et puis, c'est que tu as tout un parquet, tout un carrelage ou je ne sais quoi. C'est l'horreur, quoi. Ça devient l'horreur. C'est ça. Et puis, le sol, il va t'amener d'autres problématiques métiers. Le mur, c'est du placo, c'est de la peinture. L'encre accroche facilement. Sur le sol, avec le frottement des pieds, ça va être plus compliqué. Pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt un métier, l'impression au sol, qui va être destiné, et là, il y a une grosse part de marché, mais sur une autre typologie, c'est les gens qui font de la résine au sol. Pour moi, c'est dédié à eux, principalement. Ouais, donc ça reste quand même un marché ultra niché, quoi. C'est très niché, ouais, c'est ça.
Et puis la fameuse stat, c'est 3,8 fois plus de murs que de sol. Ouais. Éclatez-moi, ce que je dis à tout le monde, ça fait marrer, mais éclatez-moi tous les murs en impression murale et après on part du sol. Il y a déjà largement de quoi faire. Et attention, il ne faut pas oublier que toutes nos machines sont compatibles sol. C'est juste une option. D'accord ? Les machines sont compatibles avec l'impression sol. On aurait pu dire, on va essayer de bidouiller une machine qui vient se mettre au sol et tout. Encore une fois, stabilité, robustesse. Après, quand on parle business, voilà, c'est une option qui va vous coûter au minimum 4 à 6 000 euros supplémentaires. Il faut les amortir, ces 4 à 6 000 euros. C'est pas pour une ou deux prestats à l'année que vous allez peut-être facturer 800 euros. Vous allez amortir. Donc, même point de vue business, amortissement, rentabilité, moi, j'y crois pas. Ouais, mais l'avantage, c'est que demain, tu as un client qui t'appelle dans 6 mois après avoir acheté la machine, qui te dit, Il n'y a pas de souci, c'est pas pareil. j'ai un client qui a plein de parking à imprimer. On pourra l'avoir. Un mec un client qui va trouver des contrats avec des franchises pour faire tous les sols ou n'importe quoi, c'est pas pareil, ça sera amorti largement. Mais c'est upgrade sur les machines. Ça, c'est le plus important. Pourquoi imprimer sur les rails en priorité et non sur les petites roulettes de l'imprimante? Les roues, c'est pas des roulettes. Bah, c'est que dans la plupart des cas, alors dès que tu vas faire des petits motifs, des petits logos, tu peux pas mettre des roues. Par contre, moi, si tu veux gommer beaucoup de problèmes, beaucoup d'incertitudes, c'est les rails. Pourquoi ? Parce que même si tu as un bon carreleur, il y a toujours un petit millimètre par-ci, un petit millimètre par-là. Tu es sur un parquet, tu es sur un sol résine. Souvent, on me dit, mais la dalle, elle est nickel, elle est neuve. Non. La dalle n'est jamais droite. Le rail va venir gommer toutes les imperfections du sol. Les techniques qui vont s'enfoncer. Voilà. Ce qui va te permettre déjà de t'enlever une grosse charge mentale de problématiques qui peuvent arriver. Et comme notre machine, en plus de ça, parce que je l'ai déjà vu, il n'y a pas si longtemps que ça, adaptable à toutes les hauteurs de plafond, le rail, tu t'en fous. Il y a des machines, ça passe sans le rail. Dès que tu mets le rail, tu passes plus. Ah ouais. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Sur une machine, ils avaient mis des rails à placo dessous. Parce que c'est ras le plafond. Et comme nous, on est adaptable, on arrive toujours à s'adapter. Peut-on imprimer en relief et vernis avec notre imprimante? Oui, on a les deux options. On a le relief. Donc en gros, on a des modes à peu près automatiques. On a le mode où plus la couleur est foncée, plus tu auras de l'encre blanche, donc plus tu auras cet effet relief. Et après, on a l'inverse. Et après, on peut jouer avec le calque de Photoshop. C'est la force de Flexi, c'est qui va aller loin dans le paramètre. Donc on peut faire du relief et du vernis sans problème. Et on peut faire les deux en même temps. Alors, moi, j'éviterai parce que ça va rallonger le temps. Il faut être transparent avec ça. Le relief rallonge le temps d'impression puisque vous mettez beaucoup d'encre. Gros sujet. Pourquoi les imprimantes que nous distribuons ne sont pas made in France ou sont-elles made in France? J'ai la réponse, mais je fais style, je sais pas en fait. Ouais, elles sont pas made in France, bien sûr. Renseignez-vous sur le made in France. Que veut dire made in France? Aujourd'hui, la simplicité pour nous, ce serait de dire de commander en Asie toutes les pièces détachées et de les importer et de les assembler en France. Là, on serait assemblé en France. Mais elles sont assemblées en France. Elles sont finies d'assembler en France. Pour avoir le made in France, il faudrait qu'on ait une grosse partie de fabrication en France. Il faudrait donc qu'on maîtrise l'usinage, il faudrait qu'on maîtrise peut-être l'électronique, il faudrait qu'on maîtrise les câbles électriques. Je t'ai arrêté là. Si on fait ça, vous prenez plus 25% voilà. Minimum sur le prix de la machine. Minimum. On devient made in Germany après. On devient made in Germany et c'est pour ça... Ce qui serait beau. Hein. Alors, on me demande souvent pourquoi Wallpen est beaucoup plus cher que nous. Made in Germany. Made in China, Made in Germany, le coût de fabrication, le taux horaire des équipes, les ingénieurs, les impôts, on va pas se le cacher, etc., etc. Donc c'est ça qui va... Alors ils ont une technologie un peu plus, on va dire, designée, profilée, faite à l'allemande. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Sexy. Mais voilà, sexy, c'est le mot, c'est exactement le mot pour une Wallpen. Mais du coup... oui, le prix est 2 fois plus cher parce que le coût de fabrication est beaucoup plus élevé parce qu'ils prônent le Made in Germany. Il faudrait plus de personnel. Aujourd'hui, je préfère donner mon énergie dans l'assistance, le suivi, m'appuyer sur des ingés qui sont quand même costauds. Moi qui les ai rencontrés à plusieurs fois, honnêtement, il n'y a pas photo. Je préfère assumer le Made in China, mais le bon Made in China. Pour toi, Ted, quel est le leader mondial dans l'impression murale? Non pas en prestation, mais en technologie. Marque de machine, en technologie. DxOnJet. Ils ont des options qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il y a des options sans ces options, et on pourra le prouver par divers outils plus tard, sans ces options, tu ne peux pas exploiter à 100% ta machine. Et ça, il n'y a pas photo. C'est à plat, c'est pragmatique. Il n'y a pas de surprise. Elles sont là les options. Double UV, retard de mouvement, vitesse de l'accès Z réglable, la polyvalence de l'assemblage de la machine, la robustesse de la machine. C'est factuel. Elles sont là, les options
indispensable. Alors, je vous l'avais dit dans ce podcast, on va aussi parler des autres, parce qu'il faut être transparent et puis reconnaître les bons points chez les uns et les autres. Des marques que tu retrouves d'imprimantes murales distribuées en France. Est-ce que tu vois des avantages à droite, à gauche? Souvent, on dit, certains vont dire, moi, je vends la meilleure machine. On est contre ce discours-là, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de meilleure machine. Quelle est, toi, ta vision sur les 4 marques disponibles, 3-4 marques disponibles en France? Bah, souvent, tu vas avoir des machines qui paraissent sexy. Souvent, tu vois des machines, il n'y a pas d'ordinateur. On va en revenir là-dessus. Sauf qu'après, si c'est pour fixer l'ordinateur sur la machine et faire prendre le chargeur de l'ordinateur et brancher l'ordinateur sur la machine, autant le laisser sur la machine. Parce qu'elle te paraît sexy, elle te paraît légère, mais est-ce que derrière, c'est optimal pour l'impression murale? Après, tu as des machines qui te paraissent pas chères, mais qui sont pas polyvalentes. Tu vois, c'est plein de petites choses qui font que ça va te mettre une barrière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à répondre à 100% des chantiers ou tu es prêt à en perdre 30%? Parce que derrière, tu peux pas te battre contre un gars qui a une machine qui va aller à ras le plafond. Pourquoi tu peux pas te battre contre un gars qui va pouvoir aller plus loin que toi? Moi, je vous donne un conseil à vous qui voulez vous lancer dans l'impression murale, qui êtes un peu curieux ou intrigué par ce milieu. Vérifiez ce qu'on vous dit. Je suis le premier à vous dire quand je vous ai au téléphone, vérifiez tout ce que je vous dis, point de vue comptable, point de vue technique, fiche technique, n'importe quoi. Vérifiez tout. Si on va vous dire j'ai les brevets, j'ai créé les machines, j'ai vendu 500 machines, vérifiez toutes ces informations, c'est indispensable parce que ça vous met un peu dans les conditions de travail, de suivi qu'il peut y avoir derrière. Quand on va vous dire de toute façon, moi je suis le seul à avoir des pièces disponibles en France, vérifiez ça. C'est pour ça, on en a parlé en amont, c'est pas pour rien. Si j'ai amené cette question-là et qui m'a été remontée souvent, c'est parce que voilà, des personnes vont dire chez Kevik, on n'a aucune pièce et il y a un délai d'attente énorme. Vérifiez toutes les informations, c'est vraiment indispensable. Même les brevets, ça se vérifie. Les brevets, ça se vérifie. Facilement même. Il faut vérifier. Quand on dit que j'ai un brevet, on peut vérifier. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut vérifier. Tout. Il faut vérifier. Pourquoi trouve-t-on, et ça, vous allez kiffer la question, des machines à 1500 balles sur Alibaba? Waouh. C'est-à-dire quoi, que moi j'achète 1500 et je les vends 30 000, je me fais une marge de cochon? Putain, ça serait magique, ça. Non, pas ça mal. marche pas. On va essayer. Non, mais déjà, la qualité du matériel. Tu prends une DX1 même les Chinois importent les capteurs, par exemple. Qui viennent des US. Aujourd'hui, tu as des capteurs à ultrasons. Pour des questions de brevet, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Ouais, et puis des questions de fiabilité. Ils ont choisi de mettre les pièces les plus robustes et les plus qualitatifs et les meilleurs du marché. Ils ont quand même importé les pièces de banner, on va pas se mentir, des US. Parce que ça fait au final une bonne machine. Après 1500 €, c'est comme tout. Hein. C'est comme tout. Tu peux acheter un téléphone à 1500 €, j'ai même pas la tête d'impression sur notre imprimante. Juste pour donner le niveau. C'est-à-dire qu'il faut une machine complète à 1500 € ou 2000 €. 2000 €, j'ai pas les cartes mères, le kit upgrade. J'ai pas. De toute façon, on n'en voit pas une tournée en France. Non. Parce qu'à chaque fois, ils l'allument. Elle marche une fois, ça marche plus. Oui, ou alors les couleurs, c'est une catastrophe. Ouais, stabilise souvent, pas. c'est pas l'UV, c'est à l'eau et ça sèche dans les réservoirs. Tu vas avoir des têtes d'imprimantes de bureau. Il y a plein de choses qui font que... Moi, j'aime bien comparer avec les drones. Je dis souvent sur Alibaba, vous allez trouver des drones à 4 € et à 4000 €. Est-ce que vous voulez des jouets pour vos enfants ou du matériel professionnel? Voilà. Pour moi, c'est clair et net là-dessus. Moi, j'ai essayé des jouets. Ils n'ont pas duré longtemps. Et il faut savoir un truc, c'est que dans notre usine en Chine, alors on ne peut pas trop montrer cette pièce, mais on a ce qu'on appelle la caverne d'Alibaba, où nous avons toutes les imprimantes murales, sauf la ballpen, pour des questions financières. Mais nous avons vraiment toutes les imprimantes disponibles sur le marché, que ce soit la HK... HKHR. Que ce soit du HKHR, que ce soit du Franklin, que ce soit du tout ce que tu veux. Nous avons toutes ces marques de dispo. Donc on les a toutes eues en main. Donc on peut avoir un vrai feedback par rapport à ça. Teddy, si demain tu devais choisir une machine, quelle serait ta ligne directrice? Comment tu ferais ton choix? Quelles seraient les choses que tu regarderais en priorité sur tous les distributeurs en France? Alors aujourd'hui, maintenant que j'ai l'expérience dans ce que je dis, les choses pour moi les plus importantes: la robustesse de la machine, le châssis, c'est bête, mais l'ordinateur intégré, préparamétré, configuré, optimisé pour la machine et qui sert qu'à ça, pas à faire les petits mails et à jouer avec. Oui. Le retard de mouvement qui va permettre d'absorber, on va dire, des mouvements de la machine. La flexibilité du mât par palier de 10 cm, ça c'est... Moi je le mets en numéro 1, ça. Oh, pour moi c'est numéro 1. Je le mets en numéro 1. Parce que sinon, comment tu fais tes devis déjà? Si à chaque fois qu'on te demande un devis, tu es obligé de dire « Oh mince, je sais plus... » ma machine, elle rentre pas. Ou tu dis au client « Je peux arriver à une marge de 23 ou 24 ou même 5 » et quand tu la montes,
Tu dis au client, on fait comment? Tu fais ton chantier. Mettez-vous à la place du client qui veut un dessin d'1m80 de haut, il voit que votre machine, vous dit je peux faire qu'un m 20. Salut, bye bye, suivant. C'est tout. Quoi. Et bien sûr, on peut imprimer tout en bas aussi. Oui. Voilà. Et le retard de mouvement, lui laisser le temps de pause en haut et en bas qui est exceptionnel. La tête. C'est ça. La tête d'impression, le choix de la tête d'impression. La facilité d'utilisation des logiciels, parce qu'on ne peut pas se mentir, FlexiPrint est ultra simple en français et assez léger. Oui. Et une fois que tu as tout ça, tu as le combo gagnant. Oui, on le sait, ce n'est pas simple. Déjà, ça peut être un changement de vie de se lancer ou pas dans l'impression murale. Ce n'est pas simple de trouver le distributeur ou la machine qui va vous satisfaire au quotidien. C'est pour ça qu'on essaie vraiment avec Ted sur les réseaux de vous accompagner là-dessus. On va pas se le cacher, beaucoup de gens vont signer chez nous, d'autres vont signer après ailleurs, ce qu'ils vont trouver peut-être pour des raisons, je sais pas, géographiques, techniques, humaines ou autres. Et c'est OK là-dessus, on n'a aucun problème. Certains risquent d'aller au plus proche de chez eux par rapport à un distributeur, centre de formation SAV, et je le comprends et c'est complètement normal. Pensez bien à comparer la fiche technique, les options, les possibilités de la machine, ça c'est très important. Les kilomètres, c'est bien, mais des fois, il vaut mieux faire un peu plus de route et avoir quelque chose qui vous correspond plus. C'est ça. Quand on vous parlait de détails d'extension, est-ce que vous pouvez mettre combien de pourcentage de chantier vous pouvez accepter avec telle machine, etc., etc. Voilà. Essayez vraiment de trouver ces bons points de comparaison pour acheter le matériel qui sera le plus adapté pour vos futurs chantiers. C'est primordial, quoi. Et puis en 2026, il y a WhatsApp, il y a Internet, il y a les visios. On peut tout faire à distance déjà dans un premier lieu. Prenez le temps, prenez un rendez-vous, visualisez toutes les fiches techniques et ensuite posez-vous les plus et les moins. Les kilomètres, c'est pas tout. Ça fait pas tout. Non, puis c'est qu'une fois. C'est ça. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous allez pouvoir voir des avant-après. On fait des points techniques, on parle de business, on parle marketing. On parle aussi sur les podcasts, sur YouTube. On prend le temps de discuter avec des acteurs ou pas de l'impression murale. Des gens qui vont nous expliquer le business, la levée de fonds, etc., etc. Tout est concentré sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il y a le lien en dessous chez Cavic Vertical Print. Merci beaucoup, Teddy, pour le temps passé avec nous. Sans problème. Et je pense qu'on va se refaire une petite question liste FAQ comme ça. Allez, quand vous avez des questions, posez-les sur n'importe quel réseau. Ouais. Et vraiment, n'hésitez pas. C'est super important pour nous d'avoir votre temps. Et même les spécialistes, posez vos questions et on essaiera d'y répondre. Même les concurrents, posez vos questions. C'est ça, allez-y, ouais. On voulait inviter un concurrent. Ouais, mais je pense qu'on allait se faire mordre. Ça aurait été bien, ça aurait été bien, mais bon, je pense que c'est un peu trop tendu, on va dire, avant de pouvoir arriver à ce niveau-là. Mais la porte est toujours ouverte. Pourquoi pas? Posez vos questions. Pas tous. Ouais, certains. Certains. Merci mon Ted. À bientôt. À bientôt. Ciao.